Salut à tous, alors je vais parler de déclin de l'Europe aujourd'hui. Alors je sais, c'est pas très joyeux, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui a sorti un rapport sur, alors moi je l'appelle le rapport Draghi, mais c'est un rapport sur le futur de la compétitivité européenne. C'est assez long, hein, alors ça c'est mes slides, je vais essayer de passer vite parce que j'ai plein de graphiques. J'ai pas envie de trop, enfin j'ai envie que ce soit quand même intéressant pour vous et sans rentrer trop dans le détail. C'est un rapport qui fait 70 pages pour la première partie, et puis 328 pages, donc en gros 400 pages. C'est long, c'est très long, mais très intéressant, un peu déprimant, je ne vous le cache pas. On va voir là où l'Europe est bonne, donc en gros meilleure que les US et que la Chine, et là où l'Europe est en retard, et on va le voir, il y a beaucoup d'endroits où l'Europe est en retard, et parfois pas un petit retard. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai une grande partie de mon patrimoine dans les actions américaines, et je suis comme beaucoup de gens, parfois je me demande si c'est bien, et en voyant le rapport, honnêtement, je pense que ça me conforte dans mon idée. Est-ce que je devrais être plus investi en Chine ? Pour certains d'entre vous, vous connaissez mon point de vue là-dessus. La Chine me fait peur, ça reste un pays communiste. J'ai peur de mettre mon argent dans un pays communiste. Et l'Europe, elle a de gros soucis. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors avant ça, pour ceux qui n'ont pas trop de temps, je vais juste vous montrer quelques citations qui viennent de ce rapport, et ça va vous parler, je pense. Alors, première citation, entre 2008 et 2021, près de 30% des licornes fondées en Europe, donc des startups de plus d'1 milliard de dollars, ont relocalisé leur siège à l'étranger, la grande majorité déménageant aux États-Unis. Donc même quand on arrive, et on va voir que c'est difficile, hein, même quand on arrive à faire des boîtes à succès, il y en a 30% qui partent, et notamment aux États-Unis, ça fait un peu peur. Seules 4 des 50 plus grandes entreprises technologiques mondiales sont européennes. Bon, ça je pense que ce n'est pas une surprise pour vous. Il n'y a aucune entreprise de l'Union européenne avec une capitalisation boursière de plus de 100 milliards d'euros créée à partir de zéro au cours des 50 dernières années. Zéro, voilà. Tandis que toutes les 6 entreprises américaines ayant une valorisation supérieure à 1 trillion d'euros ont été créées durant cette période. Quand on dit vieux continent, on comprend ce que c'est. Oui, on a des belles boîtes en Europe, on a des très grosses boîtes en Europe, mais ces grosses boîtes n'ont pas été créées récemment. C'est un peu comme si on ne savait plus faire. C'est déprimant, mais c'est un peu comme le nucléaire. On a fait des belles centrales à un moment, mais on sait plus faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme citation ? Les entreprises de l'Union européenne font face à des prix de l'électricité qui sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux des États-Unis. Et les prix du gaz naturel payés, alors ils ne le disent pas, mais c'est par les industriels, sont 4 à 5 fois plus élevés. Comment est-ce que vous voulez être plus productif et plus compétitif avec ce genre de coûts ? Les États-Unis ont vu leurs revenus disponibles réels par habitant augmenter 2 fois plus que dans l'UE depuis 2000. Et c'est vrai que moi je me souviens, quand j'ai démarré ma carrière professionnelle en 2000, je sais pas, je pouvais partir en voyage aux États-Unis, je regardais les salaires, etc. Ça allait, quoi. On n'était pas loin, hein. On peut vendre une maison en Europe, aller aux États-Unis, même en termes de salaire, etc. Ça allait. On voyait pas de déclassement. Aujourd'hui, il y a un vrai déclassement de l'Europe par rapport aux États-Unis. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? L'Europe a perdu plus d'1 année de croissance du PIB en raison de la perte d'accès au gaz russe. Et enfin, d'ici 2040, la main-d'œuvre de l'UE devrait diminuer de près de 2 millions de travailleurs chaque année. Donc là, on parle de quoi ? On a vu démographie, on a vu technologie, on a vu grosses entreprises, on a vu matières premières. Je vais repasser un peu dans le rapport Draghi pour parler de tout ça. Avant, j'allais oublier, je remercie énormément tous ceux qui se sont inscrits au masterclass. Donc celle d'Yvonne près de Genève est complète. Donc pas mal de Suisses, j'imagine, et de Hauts-Savoyards dans ce coin-là. Ça va être très sympa. Pour les autres, il reste quelques places à Paris. Il y a aussi Lyon. N'oubliez pas Lyon le 5 octobre. C'est la première que je vais faire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien ci-dessous. On va parler analyse de boîte, on va parler investissement en bourse, comment créer son portefeuille, comment le gérer, comment analyser une boîte de A à Z. Donc voilà, j'ai hâte de tous vous rencontrer. Bien sûr, on ira boire un verre après. Donc la première le 5 octobre, après 16 novembre, etc. Enfin, vous pouvez aller voir ça. Et puis ça se termine par Bordeaux début décembre. Donc revenons nous déprimer avec le niveau économique de l'Europe. Alors où en est-on aujourd'hui ? C'est bien simple, on se bat au niveau de la 2e place. La première place, vous le savez, de la part du PIB mondial, ce sont les États-Unis, et on est au coude à coude avec la Chine, avec 17% chacun. Sauf que, vous vous en doutez, on n'a pas du tout la même croissance. Donc on est 2e, on est sur la même marge du podium, mais autant vous dire que ça va pas durer. Les taux de croissance n'ont absolument rien à voir. Donc déjà, nous, vis-à-vis des États-Unis, on a toujours été en dessous des États-Unis, hein, même il y a 20 ans, mais on n'était que 17% en dessous des États-Unis. On est aujourd'hui 30%
en dessous en termes de PIB. Et quant à la Chine, avec sa croissance, elle nous a doublé. Elle est sur le point, enfin, ou quasiment, voilà, elle nous a doublé. Je disais qu'on était deuxième ex-aequo, mais c'est faux, on est troisième. Forcément, ils ont 8% de croissance. Nous, on a 1,4 et les États-Unis 2. Et cette petite différence entre 1,4 et 2, sur le nombre d'années, ça fait une grosse différence. Et bien sûr, si on pense en parité de pouvoir d'achat, on est loin derrière la Chine, et même les États-Unis sont loin derrière la Chine. Alors, il y a quelques domaines dans lesquels on est meilleur que les Chinois ou les Américains. Et ce premier domaine, c'est les inégalités, notamment inégalités de revenus. Ça se mesure notamment avec le coefficient de Gini. Alors, je sais que tout le monde ne va pas voir la baisse des inégalités comme étant un bon point. Pour moi, c'est clairement un bon point. Déjà, il y a l'aspect moral, mais plus que ça, pour moi, c'est un signe de stabilité. Les pays dans lesquels il y a trop d'inégalités, c'est une poudrière. À un moment, ça va péter. Donc, la Chine, ça me surprend. La Chine voit une hausse des inégalités, mais nous est très largement passé devant. Donc, les champions de l'inégalité, ça reste l'Amérique latine, suivi de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est, les US. C'est ça, Asie du Sud-Est, US, la Chine et enfin l'Europe. Donc l'Europe qui a finalement parmi tous le moins de problèmes d'inégalité, et les seuls qui diminuent les inégalités, où il y a vraiment une tendance descendante, ça reste l'Asie du Sud-Est. Mais voilà, un point que je mettrais quand même dans les pro-Europe, parce que malheureusement la plupart jouent contre l'Europe. Et justement, parmi les gros problèmes de l'Europe, et ce que tacle le rapport de Mario Draghi, alors attention, ce rapport il fait deux choses. Déjà, il met où on en est, d'accord, il y a un constat, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et après, il y a des recommandations. Les recommandations, je suis un peu moins fan, mais je trouve que le constat est juste. De toute façon, c'est très factuel. Hein. Le constat est juste. Donc, il parle des problèmes de productivité, de trop de normes, de réglementations, etc. Et cette productivité, c'est un gros souci. Et on voit que la productivité, elle vient de deux facteurs. Le plus gros problème, c'est je me corrige. Le problème d'un PIB par tête qui est bien inférieur aux États-Unis, ça s'est creusé et ça vient surtout de la productivité, mais ça vient aussi du travail parce qu'on a beaucoup moins de travail, on travaille moins en heures par personne. On verra pourquoi tout à l'heure avec la démographie. Mais donc, PIB par tête, on se fait exploser par les États-Unis à cause du travail et de la productivité. Un graphe qui pourrait nous faire dire que pour une fois, on n'est pas dernier. C'est quoi ? C'est que c'est la partie commerce international. J'ai parlé au début des prix du gaz. On voit ici les prix du gaz au niveau des particuliers et au niveau des professionnels. On se fait exploser par la Chine et les États-Unis parce que oui, on achetait du gaz russe, il y a eu la guerre en Ukraine, maintenant on en pâtit, mais le problème c'est qu'on est les seuls à en pâtir. Et ça c'est vraiment un souci, ça montre aussi on est très dépendant et qu'on n'arrive pas à se protéger. Donc les Chinois et les États-Unis, eux, ils n'ont pas de problème avec le gaz de Poutine, mais nous on en a un gros. Et gros, parce que les augmentations, c'est vraiment des augmentations énormes. Et ce problème-là, on l'a sur le gaz, on l'a sur le pétrole, mais on l'a sur quasiment toutes les matières premières. Et ici, je vous ai rajouté ce graphique qui est un peu anecdotique dans le document, mais que je trouve toujours intéressant. Ça montre les 3 premiers pays en termes d'extraction et de processing pour les métaux et les terres rares. Et on voit que non seulement, bien sûr, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Asie, l'Océanie, etc., l'Afrique aussi, mais quand on passe au niveau du processing, on voit que la Chine, c'est eux qui arrivent à acheter tous ces métaux-là et à les transformer, et l'Europe est nulle part. Voilà, il y a de la Finlande qui arrive ici, mais sinon on est quasi inexistant. Ce fameux commerce international qui est dans lequel on baisse, ça a toujours été réglementé, avec certaines fois des réglementations, on les voit ici en bleu, qui vont plutôt dans le sens du libéralisme, à ouvrir les frontières, et d'autres réglementations qui sont plutôt du côté protectionniste. Et on voit qu'à la louche, c'était plus ou moins moitié-moitié avant la crise du Covid, ou avant que Trump mette son nez là-dedans, si vous voulez. Et puis, avec les guerres commerciales que Trump a commencé à ouvrir, on voit que non seulement le nombre d'interventions dans le commerce international a explosé, mais on voit aussi que ces interventions sont beaucoup plus protectionnistes. Et le souci qu'on a avec l'Union européenne, c'est que l'Union européenne, elle s'est créée, elle est basée sur une libéralisation, sur une ouverture des frontières, sur une ouverture à la concurrence. Au départ, ça a démarré comme ça, donc ça n'a pas été fait pour mettre des barrières autour de l'Union européenne, ça a été surtout pour casser les barrières entre pays. Et on est trop gentil, on est trop naïf par rapport aux Américains
par rapport aux Chinois qui, eux, sont beaucoup plus protectionnistes. Donc, on a un cran de retard de ce point de vue-là, et ce qui explique probablement une partie de la perte dans le commerce international. Je reviens rapidement sur la perte de productivité qui est vraiment très importante vis-à-vis des États-Unis. Et le problème, c'est que c'est dans la plupart des secteurs intéressants, c'est-à-dire la technologie, la santé, la finance, les services, la production de produits d'ordinateurs et de produits électroniques, etc. Et là, quasiment le seul cas où notre productivité est meilleure, c'est dans le commerce de détail et de gros. Donc, on est moins bon. Voilà, on est moins productif. Une des raisons, enfin, c'est pas trop lié, mais un des problèmes qu'on a en plus, parce qu'on voit ça commence à s'accumuler, mais c'est pas fini, on a des problèmes de financement. On voit ici le venture capital, donc ce qui est le capital risque. Nos jeunes pousses, nos jeunes startups ont beaucoup moins de financement, en gros 80% de moins qu'aux États-Unis à tous les stages, à toutes les étapes, à l'étape seed, early stage, late stage. À chaque fois, il y a moins de financement pour nos startups, donc forcément, elles mettent beaucoup plus de temps ou alors elles ont plus de mal à se développer. Il y a un point sur lequel on est bon, c'est qu'on est très bon en théorie en Europe, c'est-à-dire qu'on est très bon dans les publications scientifiques. On a une grosse part, on est derrière les Chinois qui ont 27%, mais on a quand même 18%, on bat les États-Unis. Le problème, c'est qu'il y a les publications scientifiques d'abord. Ensuite, ça doit se transformer en brevets et les brevets doivent se transformer en produits commercialisés. Dès qu'on passe au stade brevet, on est bien moins bon. C'est-à-dire que les Chinois restent premiers, mais les États-Unis passent deuxième, donc ils ont beaucoup moins de papiers de recherche, mais ils sont bien meilleurs pour les brevets. Les Japonais nous doublent, c'est-à-dire que les Japonais prennent la 3e place et l'Europe est en 4e position. Donc on a des très bons recherches, probablement, je ne sais pas, le CNRS, etc. Donc c'est des chercheurs, mais quand ils trouvent, au lieu de monter une boîte et de faire du business, ils continuent à chercher autre chose. Et quand ils trouvent, ils continuent à chercher autre chose, etc. Alors que les autres ont bien compris, notamment les Japonais et les Américains, ils ont bien compris que quand on a trouvé quelque chose qui sort du lot, qu'on peut potentiellement commercialiser, il faut faire le brevet et il faut passer après au côté business. Ça se rallonge, la liste des points sur lesquels on n'est pas bon. Et pour moi, il y a un énorme point sur lequel on arrive. J'en ai déjà parlé quelques fois dans mes vidéos, c'est la démographie. Et la démographie, c'est extrêmement violent. C'est violent où ? En Europe et en Chine. Le graphique de gauche, c'est la population totale des zones géographiques. Et à droite, c'est la population, on va dire, globalement en âge de travailler, même si ça part un peu tôt, de 15 à 64 ans. En Europe, on voit qu'on est à peu près au pic de la population mondiale, et pareil en Chine, c'est peut-être où c'est bientôt. Ça va pas tarder. Donc on est bientôt en déclin en Europe, à peu près, je crois que c'est dans 1 an ou 2. Les États-Unis, eux, continuent à augmenter, notamment grâce à l'immigration. Je crois que c'est surtout ça qui leur permet d'avoir un taux positif. C'est pas qu'ils ont une fertilité ou autre exceptionnelle. Et on voit, c'est fou, en nombre de millions de personnes. Les États-Unis, dans les années, au début de l'étude, là en 1950, ils avaient 186 millions de moins, et bientôt en 2100, c'est l'Europe qui aura 45 millions de moins. L'écart est vraiment énorme. C'est d'autant plus choquant quand on voit la population en âge de travailler, puisqu'on a vu plutôt qu'on travaillait moins que les États-Unis, et la population en âge de travailler, elle a déjà diminué en Europe. Pourquoi est-ce qu'on a des taux de chômage aussi faibles ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes pour recruter ? C'est notamment dû à ce problème démographique. Et on voit qu'aux États-Unis, ça va être aussi, en Chine, ça va être extrêmement violent. On parle d'une population de travailleurs, de 15-64 ans, qui va passer d'1 milliard à moins de 400 millions. Donc la Chine, c'est l'usine du monde, c'est ce qu'on a tendance à dire, mais pas pour longtemps, parce que les Chinois vont perdre une masse de travailleurs qui est complètement dingue. Pareil pour l'Europe. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Chine et l'Europe, ce sont aussi des consommateurs. Et ça, c'est dans une fameuse vidéo, je dis fameuse parce qu'elle avait vu beaucoup de vues, où je remettais parfois en cause le DCA sur ETF. Je ne remettais pas en cause, mais je disais attention quand même à investir, à totalement oublier le stock picking. C'est ça qui me fait peur, c'est que si on a une baisse énorme de la consommation parce qu'il y a moins de consommateurs vivants, tout simplement, ou de consommateurs en tout cas en âge de consommer. À 80 ans, on consomme quand même beaucoup moins. Donc voilà, pour moi, ces graphiques de démographie, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Et on voit, les gros perdants, c'est la Chine en 1 et l'Europe en 2. Et les États-Unis sont plutôt gagnants. Ça, je passe. Ce que nous dit ce graphique, c'est que les entreprises en Europe sont beaucoup plus petites qu'aux États-Unis et que quasiment la totalité des grosses entreprises sont aux États-Unis. On n'en a pas vraiment en Europe. Ça aussi, très rapidement, c'est qu'on a des grosses pénuries de compétences en Europe. On le voit, tous ces graphiques qui montent, c'est le nombre de postes vacants par secteur. Bien sûr, tout ce qui est hébergement, alimentation, tout ce qui est tech, communication, tout ce qui est BTP, tout ce qui est activité professionnelle, technique, scientifique, ça monte en flèche
post-Covid. Les gens, il y a moins de gens qui travaillent, les gens veulent moins travailler aussi. C'est une somme de choses qui fait qu'on a de gros problèmes de main-d'œuvre en fait. Ici, pareil, graphique un petit peu plus complexe à comprendre. Pour résumer, c'est dans les technologies complexes, où est-ce que quels sont les pays qui peuvent construire un avantage compétitif durable parce qu'ils ont déjà un espèce d'écosystème qui est développé, et on voit que tout ce qui est IoT, donc Internet of Things, donc c'est les objets connectés, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud, etc. L'Europe est dans les choux, on est mauvais, normal, on n'a pas, aujourd'hui on n'a pas de cloud, on n'a pas on a quasiment aucun modèle d'IA, etc. Là où la Chine, principalement, et derrière les États-Unis, ont déjà de grosses compétences, et donc c'est les plus à même d'être en ce moment et dans le futur en train de fortifier leur production, leur avantage compétitif. Mais ce qui est vraiment un bon point pour l'Europe, un nouveau bon point, peut-être le plus important jusqu'ici, c'est que dans tout ce qui est énergie, que ce soit l'énergie hydroélectrique, géothermique, alors pas dans le nucléaire, bizarrement, mais le solaire moins, mais tout ce qui est batterie, biofuel, énergie solaire, hydrogène, etc. Voilà, on a un gros écosystème et on a une grosse densité de capacités dans ces domaines-là. Il faut après les leverager, hein. Mais pour le moment, ça veut dire qu'il y a quand même quelques domaines sur lesquels on est bon. Ensuite, dans le rapport Draghi, donc ces deux fameux rapports que je vous montrais, le deuxième, il y a toute une partie sectorielle, d'accord, très très longue, où il met voilà le point de départ et voilà ce que je propose, enfin Draghi et son équipe, hein, il n'a pas fait ça tout seul, voilà ce qu'il propose comme recommandation, et après des politiques plus horizontales. Et par exemple, il y a des secteurs sur lesquels, pour moi, on était bon. Donc typiquement, la défense et l'aéronautique, on était bon. Mais ce que pointe le rapport, c'est que déjà, ça on le savait, hein, l'Europe a complètement oublié que la guerre était quelque chose qui pouvait exister. C'était, voilà, c'est la paix, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. On est passé dans les années 60 de 3% du PIB consacré à la défense à moins de 1,5%, un peu plus de 1% en 2015. C'est remonté un petit peu. C'est bien sûr la guerre en Ukraine qui a fait réaliser qu'il fallait avoir des armées solides et des infrastructures militaires et des armes et des munitions, etc. Mais on a perdu beaucoup de retard. On a bien sûr beaucoup moins de dépenses, hein. Là où avant on était deuxième dans les dépenses militaires en 2003, on s'est fait doubler par la Chine aujourd'hui, et donc et les États-Unis ont maintenant 3 fois notre dépense militaire. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est très fragmenté. C'est-à-dire que quand on regarde les plus grosses entreprises d'armement aux États-Unis et en Europe, les Américains sont beaucoup plus gros. Les Européens sont souvent par pays et ils ne communiquent pas beaucoup entre eux. Donc, s'il y a des trucs marrants dans le rapport, je ne sais plus à quel endroit, mais ils disent par exemple que nous, on a 12 types de tanks quand il n'y en a qu'un aux États-Unis. Même chose pour les jets, etc. On se fait la concurrence entre nous plutôt que d'avoir quelques players, mais plus gros. Ben voilà, nous, on est assez dispersés et souvent très nationaux. Voilà, Dassault Aviation, Thales, etc., qui vont vendre aux Français. Et puis derrière, on essaye de vendre un petit peu ailleurs, mais c'est quand même très... alors que les États-Unis ont des gros joueurs qui peuvent beaucoup plus peser de manière à l'international. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Voilà, ça j'en ai déjà parlé. Donc voilà, on le voit, si on commence à cocher un petit peu là où les États-Unis sont bons, la Chine et l'Europe, on est perdant quasiment partout. Bon, on a une bonne recherche, on a des faibles inégalités comparées aux autres pays, on est pas mal dans la formation aussi, mais globalement, on est plutôt mauvais. La question que alors je regarde combien de temps ça fait, ça fait une vingtaine de minutes. La question qu'on se pose tous, et je sais que vous allez être beaucoup à me le dire, c'est de me dire, oui, mais les grands champions européens, alors je reprends les noms, qu'est-ce qu'on a ? On a ASML, LVMH, SAP, Total Energy, ils vendent pas qu'à l'Europe, ils vendent au monde entier. Donc finalement, la démographie, ils n'ont pas plus de problèmes démographiques que les Américains, parce que les Américains vendent aussi aux Européens, les Européens aux Américains, etc. Le problème est mondial. Et puis peut-être qu'en termes de productivité, ils sortent quand même du lot, parce que, pareil, ils ont des outils de production dans tous les pays, etc. etc. Mais malgré tout, il y a parmi tous les problèmes qu'on a en Europe, on a des problèmes de capacité de production, en tout cas de nombre de travailleurs, et malgré tout, Total a plus de travailleurs en Europe que, je ne sais pas, Exxon. Et puis, tout ce qui est réglementation, tous les bâtons dans les roues qu'on met des entreprises, toutes ces normes à respecter, la fiscalité aussi. On le voit, par exemple, je vois Total Energy, ça me fait penser tout de suite à super profit. Total Energy fait une belle année. Que fait l'Europe, en tout cas la France? Essayer de taxer des super profits. On sait que Bernard Arnault, dès qu'il gagne
gagne un peu trop d'argent, on tape sur sa tête et la tête de LVMH. Donc il y a quand même une attitude qui est quand même beaucoup moins pro-business en Europe qu'aux États-Unis. Et je vois ASML ici, et ASML, qu'est-ce qui leur pend au nez? C'est que les États-Unis vont leur imposer ou commencent à leur imposer des restrictions aux exportations. Donc les États-Unis arrivent à dire à ASML, attention, on restreint vos exportations de puces de très haute qualité ou de machines de très haute qualité plutôt dans ce cas-là en Chine. Donc les Américains arrivent à mettre leur nez en Europe et nous on est trop gentils, on est trop naïfs, on n'arrive absolument pas à imposer le même genre de choses aux États-Unis. Donc est-ce que ça veut dire que j'arrête d'investir en Europe? Non, bien sûr que non. Il y a certaines boîtes qui sont très très belles là-dedans, mais je pense qu'elles ont un boulet au pied, et notamment la réglementation, la fiscalité et le financement aussi. Alors bien sûr, ces boîtes ont beaucoup moins besoin d'être financées que des startups, mais malgré tout, c'est compliqué. On voit que c'est comme de partir en fait avec un handicap. Donc le rapport Mario Draghi, si vous voulez investir en Europe ou si vous êtes investi en Europe, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil, ou en tout cas de reprendre quelques graphes que j'ai mis moi. Moi, ça m'a déprimé. Je vous dis franchement, j'étais déjà au courant de la productivité, de la démographie, etc. J'avais aussi en tête la fiscalité, la réglementation, mais ça m'a complètement démotivé. Si vous voulez, ça me fait penser, il y a un bon élève dans la classe qui est les États-Unis, un autre bon élève qui est potentiellement en train de le dépasser, qui est la Chine, et puis de l'autre côté, il y a le mauvais élève. Là, Mario Draghi, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un état des lieux du niveau du mauvais élève, et il va lui donner des cours de soutien ou pas, mais c'est pas pour ça que ça m'encourage à parier que le mauvais élève va devenir le meilleur élève de la classe. J'y crois pas du tout. Je crois que c'est le meilleur élève actuel, c'est-à-dire les États-Unis, qui vont rester le bon élève. Donc voilà, moi je suis extrêmement prudent sur l'Europe. J'aimerais votre point de vue. Maintenant, tous ceux qui sont investis très fortement, soit en France, soit en Europe, ce que j'appelle très fortement, très franchement, ça va être aller plus de 50%. Si vous êtes investi en termes d'actions à plus de 50% en Europe, que pensez-vous de ce type de rapport? Que pensez-vous de la démographie, de la productivité? Est-ce que que vous pensez que ça va aller mieux, ou est-ce que vous pensez que ces boîtes que j'ai sous les yeux, là, les plus grosses boîtes européennes, ne sont pas touchées par ça? Elles ne sont pas touchées par les problèmes de main-d'œuvre, elles ne sont pas touchées par la productivité, elles ne sont pas touchées par les normes, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà, donc un petit peu pessimiste, effectivement, sur le rapport Draghi. Vidéo un petit peu longue, comme d'habitude sur cette chaîne, mais je pensais que ça valait le coup de vous donner un petit aperçu de cette Europe en déclin, qui n'est pas juste une manière de parler, qui est factuellement visible. Il y a quelques beaux atouts en Europe, on l'a vu du côté des technologies. On a quand même des choses du côté transition énergétique sur lesquelles on peut s'appuyer, mais le gros problème de l'Europe, c'est déjà qu'on considère que, on le voit dans les recommandations de Draghi, il faut 800 milliards selon lui d'investissement par an, minimum 800 milliards d'investissements par an, mais tout de suite on le sent, c'est quoi? C'est de l'investissement public, donc c'est du financement aussi par de la dette, il parle de dette européenne, etc. Donc dans son rapport, finalement, il retombe, dans ses recommandations, je trouve qu'il retombe dans les travers de l'Europe, c'est-à-dire très interventionniste, c'est l'Europe qui va décider, c'est l'Europe qui va s'endetter. On voit que la part de l'individuel, alors vous allez me dire que c'est mon côté libéral qui ressort, oui, mais on ne facilite pas la créativité des individus, le financement des individus. À chaque fois, c'est l'État qui doit intervenir, et l'État, pour moi, enfin l'État ou l'Europe dans ce cas-là, mais est-ce que ce sont les fonctionnaires européens qui vont savoir quoi emprunter, dans quoi investir, etc. J'y crois pas une seconde. Donc même les recommandations, autant j'aime bien la partie constat, autant les recommandations, elles m'ont autant déprimé, je crois, que le constat, et c'est pas à coup d'obligations européennes qui vont être investies qui vont subventionner certains pans de l'économie, qui me rassurent sur l'avenir de l'économie européenne. En tout cas, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et notamment de la situation de l'Europe. Essayez de me remonter le moral, mais je ne sais pas si vous allez y arriver. Voilà, merci à tous et à bientôt.